j'ai mes amis qui sont venus hier soir de Paris justement pour apporter des connaissances que moi je n'ai pas, parce qu'ils sont chacun un peu spécialisé dans ce domaine. Moi, comme tout le monde le sait, c'est plutôt le côté industrie. Et en fait, ça fait quelques années que moi je milite beaucoup pour que notre pays en fait, retrouve sa démocratie que j'estime petit à petit amochée. Et surtout, alors quand je dis je milite, je fais ça avec des groupes de personnes, on discute, on travaille sur des sujets, on essaye de voir les députés, j'ai les sénateurs aussi, on arrive à les toucher, certains, mais ils sont, comment dire, plats, on le sait, il ne se passera rien du tout, d'autres sont prêts à dire, c'est vrai, il y a des problèmes qui sont démocratiques, et nous, on a des informations qu'on aime bien utiliser, qu'on aime bien montrer. Je vais vite passer un petit PowerPoint, vite fait, et puis on commencera la discussion là-dessus. Mais vraiment, le sujet, c'est pas d'être des casse-cou, c'est pas d'être... moi, je suis politisé, je le dis en toute franchise, tout le monde le sait, avec qui je bosse, mais je ne suis pas là pour faire la pub d'un politique ou d'une organisation. C'est pour discuter vraiment tous ensemble de sujets qui nous touchent à cœur, et surtout des sujets qui sont pour nous maintenant primordiaux, parce que tout simplement, on estime qu'il y a un vrai problème au niveau démocratique, républicain, et surtout un manque de reconnaissance des citoyens. Voilà. Et ça, on trouve que c'est très dommageable pour la suite, et pour nos enfants, tout ce qui s'ensuit. On n'est pas là pour faire peur, mais on a des sujets très forts, et surtout, on sait de quoi on parle. C'est pas comme certains à la télé ou je sais pas quoi qui vous racontent plein d'histoires. Nous, on a de l'expérience et on sait de quoi on parle, parce que moi, je suis directement en lien avec un député et un ancien député, et quand ils m'apportent des informations, c'est des informations crédibles. Ce n'est pas des informations que j'ai prises sur Facebook. Alors, ça, c'était ce que vous avez reçu normalement dans les boîtes aux lettres et la publicité qu'on a fait. Alors, juste, on va se présenter. Après, on parlera donc de la constituante, qui est l'association qui vient en soutien et que Pascal va expliquer un petit peu. Il y a des sujets aussi au niveau de l'UE. J'ai un petit sujet pourquoi voter, qui explique un petit peu pourquoi voter, mais ça, on en débattra petit à petit. Je passe juste sur le fait que, oh, j'ai oublié, pardon, précédent. Déjà, mes amis vont se présenter. Moi, c'est pas la peine que je présente, hein, tout le monde me connaît. Hein, le petit gabarit qui vient de partout. Voilà. Alors, je vous laisse vous présenter. C'est le dernier sera le premier. Donc, Pascal Gégère, je suis membre de l'APUC. L'APUC, c'est l'association pour une constituante dont on parlera 2 minutes tout à l'heure. Hein. Et l'idée, c'est effectivement, avec d'autres collègues qui vont se présenter, d'essayer d'écouter ce qui se passe et les idées intéressantes qui se passent dans les collectivités à travers le territoire. Je reviendrai sur la tout à l'heure. Oui, je m'appelle Jean-Louis Michel, je suis animateur d'un réseau, le réseau social laïque. Alors ce réseau vient de la France Insoumise, pour être tout à fait clair. Nous sommes partis de la France Insoumise à plusieurs groupes d'appui à la suite de la manifestation anti-laïque de novembre 2019. Si vous voulez des précisions, je vous donnerai les précisions. Donc effectivement, ce qui a fondé notre départ, c'est 2 éléments. Le premier, en 2018, la remise en cause des interrogations légitimes que nous portions sur l'Europe. Comme vous le savez peut-être, la France Insoumise porte un grand nombre d'eurosceptiques dans ses rangs. Et le deuxième, c'est la question laïque, avec une remise en cause des lois de 2004 qui étaient portées par la manifestation de novembre 2019 concernant le port de signes ostentatoires religieux à l'école. Donc cette manifestation remettait en cause la neutralité que nous estimons légitime dans le cadre scolaire afin de permettre la liberté de conscience des élèves.
c'est important pour nous, et je finirai là-dessus, que l'école républicaine permette la construction de la liberté de conscience des élèves. Parce que la liberté de conscience, c'est la base de la liberté d'expression. Et donc, de la citoyenneté, et donc de la souveraineté populaire. Voilà. Bonjour à tous, Patrice Aimé, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle le Mouvement pour un socialisme du XXIe siècle. Bon, les fondamentaux de l'association rejoignent ce qui vient d'être dit. Il y a d'abord l'idée de la souveraineté nationale populaire, appuyée sur le peuple, qui est effectivement mise à mal, comme vous le savez, depuis pas mal de temps, de manière de plus en plus grave. Le deuxième principe, c'est la laïcité, effectivement, pas fracturer le corps social, que le corps social soit uni et garde une capacité revendicative, soit pas morcelé en communautés qui se font, qui se vouent une hostilité mutuelle. Puis le troisième principe, c'est, je dirais, le principe hérité de Jaurès, de Croizat, c'est la notion de service public, avec au centre, bien sûr, le soutien et même l'essor de la sécurité sociale, qu'on considère comme principal vecteur d'émancipation populaire du XXe siècle. Donc voilà, c'est assez naturellement que nos trois structures travaillent ensemble, puisqu'on partage, je crois, les fondamentaux politiques qui viennent d'être décrits. Alors, pour information, moi je travaille avec d'autres associations. Il y a de tout, ça part du prof à l'artisan, en passant par l'ouvrier, le cadre ensuite, le chef d'entreprise, des choses comme ça. Et c'est pas du tout, c'est apolitique, mais par contre, chacun a ses idées. Déjà là, il y a déjà 4 versions, mais pas des versions très différentes. Et c'est pour ça qu'on essaye de constituer des groupes de personnes permettant de dire qu'il faut appuyer un petit peu des sujets auprès des députés, il faut donc insister auprès de ces gens-là parce que c'est eux qui votent. Voilà. Et il faut arrêter de mettre le citoyen au banc de la société, il faut arrêter de mettre le citoyen, de lui dire ferme ta gueule, on avance et on fait comme ça. Parce que le citoyen, la citoyenneté, c'est quand même quelque chose de très important pour nous, c'est clair. Voilà. Il y a un petit mot, Charles, juste pour conclure. Il y a quand même un sentiment aussi qui nous unit, c'est le sentiment d'urgence. Il y a quelque chose qui, dans l'évolution du cours des choses politiques, nous sommes un peu, nous met en demeure d'agir, parce que si on ne fait rien, la pente qui s'ouvre devant nous est une pente relativement irréversible et qui nous emmène vers des horizons politiques quand même très durs. Donc il y a quand même un sentiment d'urgence qui fait qu'on est là, je pense, aussi là, ce matin, et qui si on ne fait rien, voilà, on sent que les institutions telles qu'elles sont vont être inopérantes pour le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui et je dis régulièrement, devient aigu. Voilà. Ouais, et je dis régulièrement, bon, moi j'ai fait plein d'actions, plein de manifs, des choses comme ça. Maintenant, on était des lanceurs d'alerte, on est toujours des lanceurs d'alerte, mais maintenant on ne peut plus se résoudre à être que des lanceurs d'alerte. Voilà. Pour notre part, moi j'agis personnellement de mon côté, mais je ne suis plus que non, je ne suis plus considéré comme un simple lanceur d'alerte. Maintenant j'agis, voilà, tout simplement. Comme vous connaissez, je suis aussi en commission en PMA. J'apporte pas la voix de la liberté à PMA, c'est pas ça, mais j'apporte quand même d'autres réflexions que j'estime, je suis désolé, quand je vois des étudiants qui ne bouffent plus, ça me gêne. Quand je vois des gens qui n'arrivent plus à simplement aller acheter des choses parce qu'ils sont retraités et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ça me gêne. Voilà, et ça, j'agis là-dessus. On a des réflexions à PMA sur le sujet de l'alimentation, des trucs comme ça, et c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont bougé certaines choses. Voilà. On ne peut pas tout faire, hein, ça c'est clair. Mais voilà. Je te laisse parler. Alors, ça c'était pour moi,
je passe parce que tout le monde me connaît, c'est pas la peine de faire ma pub. Oui, j'étais pas forcément, comment dirais-je, volubile sur la première présentation, parce qu'effectivement, passant dernier, j'aurais dû aborder ça. Tu m'avais passé le premier, donc... Comme dit la Bible. Voilà. En fait, c'est vrai que je suis membre d'une association qui s'appelle Pour une constituante, qui a été créée par André Bellon. Je ne sais pas si vous connaissez André Bellon. Ancien député. C'est un ancien député socialiste dans le sud, Fort-Pelletier, je crois, mais qui était l'ancien président des affaires étrangères, de la commission des affaires étrangères. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un réseau relativement intéressant qui nous a permis de faire des choses au sein de l'APUC. Alors, l'APUC a été créée, l'Association pour une constituante a été créée juste après finalement le scandale du traité de Lisbonne. Vous avez voté pour, et en faible majorité, mais contre, en grande majorité, le traité européen qu'on voulait nous faire signer, c'est-à-dire qu'en fait on voulait monter une constitution européenne. Et le peuple français a dit non, et en 2005. Et il se trouve qu'à un moment donné, les hommes politiques sont passés au-dessus de la décision populaire pour dire bah non, nous on va quand même faire en sorte qu'il y ait un traité qu'on ne va plus appeler le traité constitutionnel de l'Europe, mais simplement le traité de Lisbonne qui a à peu près finalement la même teneur, à part le fait qu'on a ôté par exemple la référence à la chrétienté, ce que voulaient à un moment donné les hommes politiques. On a refusé ça, enfin on a retiré ça, pardon, enfin le Congrès en réunion en 2008 a retiré ça et a validé finalement ce traité européen alors que les Français avaient été contre. Donc face à ce scandale, à ce déni de démocratie, Bellon a créé ce qu'on appelle l'Association pour une constituante, dont l'objet n'était pas du tout politique, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas une vision politique, mais c'est part d'un principe simple qui consiste à dire si il y a un organisme qui doit décider de la Constitution, c'est le peuple qui devient peuple constituant. Donc c'est au peuple de s'exprimer sur quelle constitution souhaitons-nous avoir pour contrecarrer ce déni de démocratie. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que nous puissions avec d'autres travailler sur ce thème-là qui consiste à dire eh bien, faisons en sorte que demain, il y ait des assemblées constituantes, c'est-à-dire que le peuple s'exprime sur quel est finalement le cadre constitutionnel qu'il a envie de mettre en œuvre et qui ne correspond plus aujourd'hui à ce que souhaitent les Français. Donc, voilà, c'est comment dirais-je, cette idée-là qu'il professe depuis 2007, 2008, 2009. Donc, un petit coup de rap, c'est sympa. Un petit coup de rap en plein, c'est sympa. Donc l'idée quand même était relativement intéressante, mais malheureusement, les circonstances faisaient que, non pas patiner un peu, mais on sentait très bien qu'il y avait une envie, mais en fait, cette envie ne prenait pas. Et puis, depuis un certain temps, en fait, on sent qu'il y a un frémissement et bon nombre de personnes, de mouvements, de collectifs s'insurgent contre cette déni de démocratie de plus en plus visible et se sont mis à penser qu'il faudrait effectivement agir peut-être différemment et d'une manière collective. Ce qui fait que, en fait, le 4 mai de cette année, le 4 mai, il y a eu une réunion relativement importante d'une vingtaine d'associations qui se sont réunies en disant les gars, voilà, on ne peut plus chacun travailler de notre côté. L'idée, c'est comment peut-on faire force commune sur des objectifs minimums sur lesquels nous sommes d'accord. Et cette rencontre d'aujourd'hui, je veux dire, s'appuie là-dessus. L'idée, c'est de dire effectivement, travaillons avec d'autres, n'essayons pas d'imposer quelque chose, mais voyons quel est le cadre sur le commun sur lequel on peut travailler. Et donc, c'est à partir de ce cadre commun que nous travaillons, et on va pouvoir le citer, c'est ici. Je passe ouais, je voulais juste faire une Bonjour, petite... Bonjour. Est-ce que ma chienne vous dérange? Non. Parce que c'est la chienne de ma soeur qui est décédée. Elle ne reste pas toute seule chez moi. Merci, bonjour, messieurs, dames, excusez-moi. Pas de problème avec les... Salut madame. Vous êtes par contre, il faut peut-être vous demander si ça ne la dérange pas d'être filmé. Je voudrais juste faire une précision quand même. Prenez en compte ce mot-là.
amendement, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Quand on parle de décret, d'amendement de loi, quand ils ont voulu faire cette fameuse constitution, ils ont mis tout ce qu'il fallait en place pour que le peuple puisse décider, et ils sont passés donc par un suffrage universel, comme on dit. Mais prenez bien en compte, les mots sont très très précis. Ce mot-là, amendement, retenez-le. Retenez-le parce que plus tard, on va regarder un peu dessus. Et c'est là où nous, on réfléchit pourquoi le peuple ne peut plus décider et pourquoi on passe par amendement. Amendement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote du peuple, on ne demande rien au peuple, on le fait. Voilà. Il y aura d'autres mots plus tard, mais il faut vraiment savoir et être pointu sur les mots et savoir de quoi on parle. Parce qu'à la télé, ils vont vous parler d'amendement et ainsi de suite. Pour eux, c'est comme si c'était à l'aise. Voilà. Mais retenez bien ces mots-là. Hein, je passe. Hop. Voilà. Alors, en fait, le cadre sur lequel nous nous sommes mis d'accord avec cette vingtaine d'associations, c'est de dire, eh bien, face à ce scandale qui a été le déni de démocratie, c'est-à-dire qu'en fait, le Congrès, c'est-à-dire que le Parlement et le Sénat se sont réunis et puis se sont mis d'accord en disant on fait fi du résultat du référendum de 2005 et puis on fait passer notre truc. On s'est dit, en fait, il y a bien une trahison qui souligne finalement qu'on fait fi de notre liberté d'expression, ou alors on nous écoute mais on ne nous entend pas, et il serait sage de remettre en place cette liberté d'expression, et qu'en conséquence, nous affirmons un certain nombre de principes de la manière suivante, à savoir qu'il ne peut y avoir de souveraineté populaire, de souveraineté nationale s'il n'y a pas de souveraineté populaire, donc c'est là le peuple qui s'exprime, et que toute modification, ce qui n'est pas le cas, hein, je veux dire qu'aujourd'hui, la Constitution peut être modifiée par un certain nombre d'organismes qui ne font pas appel au peuple, c'est ce qu'il vient de dire. Donc que toute modification de la Constitution, comme les Allemands d'ailleurs, doit faire l'objet d'un référendum, et ce résultat devra être pris en compte. Et c'est pourquoi que le premier référendum que nous devrions faire, c'est faire en sorte qu'il faut en finir avec la primauté du droit européen sur le droit national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre 80 et 90% des lois qui sont votées en France, ce sont des projets de loi et non pas des propositions de loi. Proposition de loi, c'est le Parlement, projet de loi, c'est le gouvernement, et ces projets de loi du gouvernement sont issus pour la grande majorité de directives européennes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Commission européenne qui nous dicte les lois que nous devons appliquer. Qui ne passent pas par le peuple, qui passent finalement par l'Assemblée nationale. Et je le répète, les mots que tu dis sont très très précis. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là, parce que moi je ne peux pas parler comme tu parles là. Les mots sont très très précis quand on parle de projet de loi, c'est vraiment des trucs très particuliers, qu'on fait croire que c'est vous qui décidez, mais non, non, c'est eux qui décident. C'est clair. Donc voilà, le problème est là. Et puis, petite anecdote encore, et je m'arrêterai là. Donc aujourd'hui, on est en 5e République, d'accord, qui à l'origine finalement était comment dirais-je, un régime, complémentaire, mais c'est pas grave, un régime qui a été construit pour permettre au gouvernement de gouverner, pour finalement limiter l'instabilité et l'indiscipline d'un Parlement, je vous rappelle la 4e République, et donc de faire en sorte que le gouvernement gouverne sous l'égide d'un président arbitre. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration-là, mais alors vraiment plus du tout. C'est le gouvernement, c'est le président constituant, c'est lui qui gouverne, c'est plus le gouvernement, c'est clair. Le Parlement ne dit plus rien, ou alors aujourd'hui, il va commencer à dire des choses, mais qui ne sont plus le fait de la majorité. Et donc, vous voyez qu'on est obligé demain de changer, entre guillemets, de constitution, donc de changer de régime. Venir à un régime beaucoup plus adapté à la liberté d'expression du peuple. Vous voulez dire quelque chose? Oui, juste. C'est très concret en fait. Enfin, là, ça peut paraître abstrait, on remonte à 2005, 2008, blablabla. Mais en fait, la crise aujourd'hui, de régime que nous vivons aujourd'hui,
est directement lié. Le seul point commun entre Sarkozy, Hollande, Macron, Barnier, c'est le fédéralisme européen libéral. C'est comme ça que nous, on appelle l'Union européenne. Pourquoi fédéralisme? Parce que la Commission européenne a des compétences fédérales dirigées par Ursula von der Leyen, a des compétences fédérales sur 3 items très concrets de notre vie quotidienne: la concurrence, les marchés, par exemple les marchés de l'électricité. C'est à cause de la mise en place des marchés, de la mise en place par la Commission européenne des marchés qu'aujourd'hui nous avons une augmentation des coûts de l'énergie électrique, on en a parlé hier, et bien évidemment le commerce international. Et c'est pour ça, par exemple, que vous avez des manifestations d'agriculteurs, et en particulier des éleveurs, qui s'insurgent lorsqu'on a des traités internationaux qui ne sont validés et construits que par la Commission européenne, qui a la compétence fédérale. C'est important, la compétence fédérale. C'est pour ça qu'on parle de fédéralisme. Pas parce que, grosso modo, ce matin, en mangeant le pain au chocolat délicieux qu'il m'a donné, je me suis réveillé en disant, ça y est, Je vous ai bien oublié, parce qu'il fallait qu'il parle bien. Voilà, donc nous sommes devenus, nous ne sommes plus un pays souverain, nous sommes dans une fédération. Non, parce que ça a déjà commencé. Donc effectivement, ces compétences ont des conséquences sur votre vie quotidienne. Et quand aujourd'hui, par exemple, on dit ni droite ni gauche, ben, oui, sauf que ce n'est pas le bon débat. Le bon débat, c'est fédéralisme ou pas. C'est ça. Voilà, c'est ça la question. Parce que ce qui rassemble un certain nombre, et j'arrête après, ce qui rassemble un grand nombre de partis politiques autour de ça, c'est la question de savoir si aujourd'hui on va vers ce fédéralisme en toute connaissance de cause. Moi, je n'ai pas de problème à aller vers le fédéralisme si on ne ratifie pas le référendum. Je suis tout à fait clair. Mais la véritable question, c'est est-ce qu'on fait décider les gens? Et quelle place de la souveraineté et donc de la République dans ce fédéralisme? Mais ça a des conséquences extrêmement concrètes déjà sur notre vie quotidienne. Ce n'est pas un sujet abstrait, c'est un sujet très concret et qui ne concerne pas simplement les institutions, mais aussi vos éléments économiques de votre vie quotidienne. Parce que souvent on parle de l'Europe, de la technocrate. Non, pas vrai. La question, on va s'arrêter là. Je montre le... Non, on va s'arrêter là, parce que sinon on va parler encore nous pendant des heures. Et l'idée que l'on a, c'est plutôt... Là, on vous a présenté la manière dont on voit les choses. C'est ça. Et ce pourquoi nous sommes là, c'est est-ce que d'après vous, nous sommes vraiment hors sol parce que c'est plutôt des idées parisiennes. Alors je vous rassure tout de suite, hein, je suis parisien depuis 30 ans, mais je me comporte encore comme un provincial d'Imermès. Hein. Donc moi, à Paris, à part ceux qui sont nés à Paris et qui pour la plupart, au bout de 30 ans, foutent le camp parce qu'ils en ont marre de Paris, donc la majorité des Parisiens, ce sont des gens de province. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, on ne fait pas partie de l'élite parisienne. Donc la question est, est-ce que le discours que l'on tient, l'inquiétude dont on veut vous faire part en ce qui concerne la nôtre, concernant notre absence de liberté là-dessus, vous le ressentez, et si oui, sur quoi le ressentez-vous? Ah bah oui, clairement. Tout ce que vous dites, que ça nous impacte nous aussi dans notre quotidien, moi je le sens clairement depuis au moins 2 ans. Financièrement, enfin, juste en faisant les courses, tout est plus compliqué, mais vraiment, enfin, c'est beaucoup plus difficile. Je m'interroge sur beaucoup de questions, là notamment par rapport à l'éducation. Je suis maman d'un garçon de 12 ans, donc qui est au collège, et il y a des choses dont j'entends parler qui se passent qui ne me vont absolument pas. Là, je pense notamment au prix Goncourt 2024, donc livres à destination des lycéens, dans lesquels se trouvent plusieurs livres pornographiques, très clairement. Et moi, je suis absolument choquée, scandalisée. Et l'éducation nationale a donné l'aval de ces livres-là, donc ça veut dire que c'est entré, ça veut dire qu'on oblige nos enfants à les lire. Et je trouve ça absolument scandaleux.
Là, c'est ce qui me vient tout de suite. C'est un sujet vraiment, ça fait 2 jours que j'en entends parler, que j'ai entendu la lecture de ce livre, qui s'appelle Le Club des enfants perdus, à Prix Goncourt 2024. Donc, une soixantaine de lycées en France, des lycéens en France doivent le lire et voter sur ces livres-là. Et celui-ci a été remonté. Il y en a un autre qui s'appelle Aucun respect. Donc, c'est autour du sadomasochisme, c'est autour de l'inceste, c'est autour du suicide, toutes des idées bien noires, bien glauques, bien moches qu'on veut faire lire à nos enfants sous l'aval de l'éducation nationale. Donc, oui, non, mais vraiment. Je savais qu'il y avait le concours qui s'était mis en place, mais le bouquin qui était, je ne savais pas. Sur mon profil Facebook, tu regarderas, j'ai partagé les vidéos, les extraits de passage de ce livre, mais c'est plus qu'hallucinant. C'est une maman d'élève, donc la maman d'un Robin qui a 14 ans, qui est en seconde, qui a dû lire ce livre et qui est allé voir sa maman au bout de la 50e page en lui disant « Maman, je crois qu'il y a un problème avec ce livre ». La maman est complètement effondrée, le gamin doit se faire suivi parce que ça a été vraiment comme un viol psychique, hein. Il n'était pas du tout prêt, pas du tout d'accord pour lire ça, mais on lui impose. Donc quand on parle aussi, là, puisqu'on parle de démocratie, imposer ce genre de lecture quand on ne le souhaite pas, je trouve que ça ne va pas. Et surtout que c'est des institutions académiques. Exactement, c'est les institutions qui qui l'imposent même, hein, puisque... Les dérives ne se font pas simplement au niveau institutionnel le plus haut, Parlement, Sénat, gouvernement, mais se fait aussi dans chaque institution tributaire finalement d'un rôle particulier dévolu par l'État. L'éducation nationale. Vous partagez tous la même inquiétude? Avez-vous d'autres sujets d'inquiétude qui font qu'à un moment donné, ça va plus aller comme ça, quoi. Je veux dire, on va vers le mieux. Moi, j'ai écouté avec attention vos paroles. Je ne vais pas dire que je les ai lues, mais je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça. Oui. On est passé du stade de démocratie à un stade de dictature démocratique. Je mets bien le mot dictature parce qu'on est en dictature, sous un couvert de démocratie. Alors on appelle ça la démocrature. On appelle ça la démocrature. Oui. Si vous voulez. Démocratie, dictature. La preuve en est, c'est que les derniers gouvernements, beaucoup de députés, beaucoup d'hommes élus par le peuple ont exprimé des voix qui étaient contre la majorité. Les votes ont été faits et toutes les institutions ont été bafouées par un nombre incalculable de 49.3. Tout le monde sait ce que c'est que le 49.3. On en a abusé. Le 49.3, c'était à l'origine pour délier un problème qui n'avait pas de solution. Un problème politique sur lequel on ne pouvait plus statuer. Là, on a pris cet article 49.3 pour l'utiliser comme une arme contre le peuple. Voilà. Ce qui fait que maintenant, moi je suis du peuple, hein, je suis au milieu du peuple, j'ai milité dans beaucoup de manifestations, je milite beaucoup sur les réseaux sociaux et j'essaie de faire le maximum, mais là c'est pareil, nous sommes en dictature, puisque vous savez très bien que les réseaux sociaux sont encadrés comme il faut. Malgré tout, il arrive tout le temps à y avoir quelques fuites dans leur système, on arrive à contourner les systèmes, mais on n'est pas entendu autant qu'on le croit. On est entendu surtout par les personnes qui pensent comme vous. Et quand on veut réveiller les gens sur les réseaux sociaux, on a peu de chance. Tout le monde va sur les réseaux. On a peu de chance. Juste pour information, je le dis parce que moi ça m'est arrivé. Vu tout ce que je fais en politique, tout ça, j'ai reçu un message parce qu'ils n'ont plus peur de le matin sur un mail de France 3, la direction de France 3. Parce que je